Bon, pour continuer avec le don d'organes, le don de tissu, je vous ai mis le lien là, pour aller sur Don d'organes Québec, si vous voulez voir en détail là, comment ça fonctionne. Mais je vous ai quand même mis juste une petite liste là, des organes qu'on peut donner, pas toujours en soins palliatifs, là, puis même si on n'est pas malade, ça prend on a besoin de critères très, très, très spécifiques pour qu'on soit en mesure de donner les organes. Puis c'est pas juste la signature de la carte, là, c'est vraiment faut que la mort soit arrivée d'une certaine façon, faut que le patient soit intubé, faut que, en tout cas, il y a toute une série là, de critères, on n'ira pas là-dedans, mais il reste que dans un décès où le don d'organes est possible, il y a quand même plusieurs organes qu'on peut donner. Alors, on parle, tu sais, on connaît les reins, les poumons, le cœur, le foie. Ça, on le sait, on connaissait ça déjà. Le pancréas, c'est relativement nouveau parce que le pancréas, c'est un organe diffus, donc c'est un organe qui est difficile à transplanter. Un organe diffus, c'est un organe qui se tient pas tant, là. On pourrait passer notre doigt au travers, là. C'est un peu comme une éponge molle. Les intestins, ça aussi, c'est relativement nouveau, puis je vous dirais parce que la transplantation de l'intestin, c'est quand même assez problématique parce que c'est sale un intestin, hein. C'est difficile à bien nettoyer pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection quand c'est transplanté, mais pour les gens avec la maladie de Crohn, c'est quelque chose qui peut être life-changing si tu peux avoir un transplant de l'intestin. Et le visage, on a vu dans les dernières années que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Je vous dis pas qu'il y en a des milliers, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus fréquent pour les gens qui ont subi des accidents, des traumas graves au visage, des gens qui ont essayé de se suicider avec des fusils, puis qui se sont manqués. Parfois, ils se maganent pas mal plus que d'autres choses. Alors, la transplantation du visage, ça peut être ça aussi life-changing pour quelqu'un qui en a besoin. Il y a aussi des tissus qu'on peut prélever et il y en a là-dedans que tu n'as pas besoin d'être mort selon des critères bien spécifiques, euh, comme les os, la peau, les tendons. C'est quelque chose qui peut être prélevé sur un cadavre. Là. C'est pas obligé d'être prélevé sur quelqu'un qui est sur life support. Fait que même les personnes qui sont mortes d'une maladie grave peuvent quand même donner certains de ces tissus-là. Les os, ça dépend de quel cancer on est décédé, mais quand même, c'est quelque chose qu'on peut donner. S'il y en a de vous qui ont eu des greffes au niveau des dents, là, des greffes avec de la poudre d'os, ben cette poudre d'os-là, elle vient d'un cadavre, là. Pour pouvoir faire des greffes d'os dans la bouche. Les valves du cœur aussi, c'est bien intéressant. Un des tissus qu'on peut prélever vraiment à la morgue, le patient peut être mort depuis quand même un bout de temps, c'est la cornée. La cornée, on peut prélever ça plusieurs heures après la mort. On n'a même pas besoin d'envoyer le patient dans un endroit spécifique. C'est Emma Québec qui vient à la morgue pour prélever les cornées. Tous les autres tissus, faut que le corps soit envoyé à un hôpital qui est équipé pour prélever ces tissus-là. Ça se fait pas à la morgue à ce moment-là. Ensuite de ça, on vient aux soins palliatifs. Je vous ai dit tantôt, les soins palliatifs qu'on voit à l'hôpital, c'est souvent des soins palliatifs plus soins en fin de vie, quand la mort est plutôt imminente dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je vous ai dit que ça se faisait aussi à la maison. Alors, il est possible, quelqu'un qui veut mourir à la maison, si la famille est prête à encourager là-dedans, ça se fait. Il y a des soins qui se donnent du CLSC. C'est clair que la majorité des soins vont être donnés par les aidants naturels, mais il reste quand même que le CLSC est impliqué. Il y a certaines maisons palliatives qui peuvent être impliquées aussi. Puis, il y a des infirmières de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand il y a une problématique qu'on n'est pas capable de gérer à la maison comme aidant naturel. À l'hôpital, vous en avez vu, là, des unités de soins palliatifs. C'est des unités où on essaie le plus possible que l'environnement soit agréable. Donc, c'est des endroits où les chambres vont être privées.
Donc, c'est un patient par chambre. La plupart du temps, on essaie que ces chambres-là soient agréables au regard. Donc, c'est des chambres qui sont plus décorées. On va avoir un petit frigo pour garder des trucs, garder des collations. Il va y avoir des petits lits d'appoint pour les aidants naturels qui voudraient rester et passer des nuits auprès de leur être cher. Mais il y a aussi des lits soins palliatifs qui sont sur les étages, qui sont dans des chambres régulières, qui sont beaucoup moins agréables. Ça peut arriver des fois qu'un soin palliatif se retrouve dans une chambre à 2, à 3. On essaye par contre le plus possible de les déplacer vers les soins palliatifs officiels le plus rapidement possible pour que leur fin soit le plus agréable possible, le plus confortable possible, le plus privé possible. Il y a aussi des maisons de soins palliatifs. Il y en a plusieurs au Québec. La maison Source Bleue à Boucherville, il y en a une à Vaudreuil aussi que je me souviens plus du nom. C'est des maisons où les gens vont finir leur jour. C'est des endroits qui sont gratuits. Ça fonctionne avec... ils sont capables de faire tourner ces endroits-là sur des subventions, sur des fondations. Ils font des levées de fonds. 1, 2, 3, 10 fois par année pour essayer de ramasser des sous pour payer les gens qui travaillent là, pour payer la bâtisse, pour être en mesure de donner des soins le plus adéquat possible. Donc, si jamais vous voyez ça, là, une levée de fonds pour Maison palliative de Vaudreuil, là, je me souviens plus du nom, mais c'est ça, c'est parce que ces maisons-là ne sont pas subventionnées par le gouvernement. Ça fonctionne pas avec la RAMQ. Il fonctionne seulement sur des dons et la fondation. Donc, les étapes du deuil, mais je ne vais pas, parce que là, on est rendu dans les besoins spirituels et autres, je ne vais pas vous passer au travers des étapes du deuil en détail. Je sais que vous les avez vues en psycho, je sais que vous les avez vues en partenariat. Je veux juste qu'on les ramène un peu pour que, dans le fond, ce que nous, on a besoin, c'est que vous soyez en mesure d'expliquer à quelqu'un de la famille que les étapes, c'est pas nécessaire, ils vont pas nécessairement se passer dans l'ordre, et un patient peut passer d'une étape et reculer et avancer et re-reculer. Puis c'est normal. C'est dans le processus du deuil, ça se fait pas. On fait un bout de temps dans le déni, après ça on fait un bout de temps dans la colère, après ça on fait un bout de temps dans la dépression, puis on finit par l'acceptation. Mais c'est pas tout le monde qui passe ces étapes-là dans le même ordre. Puis c'est même pas tout le monde qui se rend à l'acceptation là. Alors l'idée en soins palliatifs, c'est de les amener à l'acceptation pour que la fin de vie soit le plus facile à gérer pour eux et pour la famille autour. Donc, ça fait partie du travail de l'infirmière d'être en mesure de les faire naviguer au travers de ces étapes-là. Avant, on disait 5 étapes, mais dans Lewis, ils ont mis colère et marchandage dans la même étape, dans le fond. Alors, souvent, en fin de vie, les patients vont vous parler de leur peur, de trucs qu'ils n'ont pas été capables de finir, de chicanes qu'ils n'ont pas été capables de régler. Ils ont peur d'avoir mal. Les patients, il y a des études qui prouvaient qui trouvaient que les patients qui demandaient l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'ils n'étaient pas suffisamment soulagés. Les gens ne veulent pas souffrir. C'est pas qu'ils ont peur de mourir, ils veulent juste pas souffrir. Donc, il y a des études qui disaient, puis les gens qui sont des soins palliatifs purs et durs vont dire, si on soulage bien notre patient, il ne demandera pas l'aide médicale à mourir. Et il y a de plus en plus de façons de soulager les patients. Il ne faut pas avoir peur de les soulager parce qu'il n'y a rien de pire que de mourir dans la douleur. Alors là, je vous fais fi des autres inquiétudes, impuissances. Il y en a qui vont s'isoler, il y en a qui vont dire je veux pas que ma famille me voie comme ça, puis ils vont demander à pas avoir de visite. Il y en a d'autres qui vont au contraire vouloir voir tout le monde avant de mourir. Puis on va voir des fois qu'il y a des patients qui tardent à mourir parce qu'ils attendent la dernière personne qu'ils veulent voir avant de mourir. Puis, chaque religion a ses croyances, chaque religion a ses besoins, puis il faut être en mesure de répondre à ces besoins-là. Même si on n'est pas de cette religion-là, c'est important.
Tu sais, si c'est important pour un catholique pur et dur d'avoir une fenêtre ouverte pour que son âme sorte de la pièce quand il va mourir, ben, Caroline, ouvrez une fenêtre en quelque part, puis laissez l'âme sortir. Que vous croyez que vous le croyez pas, ça l'importe peu. La personne qui est en train de mourir, elle y croit. Euh, dans la religion orthodoxe, puis là, je vous ai mis le lien, là, parce qu'il y en a plein d'autres religions, là, mais j'en ai mis juste deux en exemple, là. Mais les orthodoxes, ils disent que l'agonie, c'est le corps qui s'accroche à la vie, puis qui veut pas mourir, tu sais, qui veut pas partir, et que la mort, c'est la naissance dans la prochaine vie au ciel. Bon, alors, j'imagine que quand on sait ça, on est en mesure de les accompagner mieux. Puis je vous ai mis le lien pour aller voir les autres rites funéraires. Là. Il y a pour les Jewish, là, les bouddhistes, il y a toutes sortes de rites qui sont vraiment intéressants à voir. Là, dans les manifestations cliniques, vous, comme infirmière, c'est sûr que vous allez aider à gérer le spirituel, à gérer la douleur de ces gens-là, mais il y a d'autres manifestations cliniques, il y a d'autres trucs que vous allez avoir besoin de gérer ou que vous allez avoir besoin de reconnaître comme étant approchant la fin. Alors, au niveau tégumentaire, là, vers la fin, on parle de peau marbrée, puis après, je vous ai mis une photo de ça. La peau va être moite, la peau va être froide. C'est un signe qu'il y a moins de circulation. Un corps qui est en train de mourir va délester la circulation au niveau des extrémités pour se concentrer vers les organes vitaux. Le changement de respiration, le changement de rythme de respiration va être bien important. Là, je vous ai mis un lien pour aller voir des vidéos de ça. On appelle ça le chain stroke. Le chain stroke, c'est une respiration qui est irrégulière, autant dans la profondeur de la respiration que dans la fréquence de la respiration, et qui va être entrecroisée de pauses. Alors, c'est un patient qui va respirer. Puis là, ça va être de plus en plus profond. Puis là, il va y avoir une pause. Puis là, on pense que le patient est mort. Puis tout d'un coup, on va aller voir la vidéo. On va aller voir la vidéo, puis après ça, on arrêtera notre capsule. On en repartira un autre. Alors, on appelle ça la respiration chain stroke. J'imagine que c'est parce que le docteur qui l'a décrit, ou la docteur qui l'a décrit, s'appelait chain stroke. Alors là, si on regarde, la madame là est en pause. Là. Et là, elle va repartir tranquillement. Hop, elle prend des petites respirations. Hop, là, ça va un peu plus vite, un peu plus profond, un peu plus profond. On prend des... C'est rapide tout d'un coup, c'est plus profond. Elle est à la veille d'arrêter, là, vous allez voir. Hop, ça ralentit. Hop, ça ralentit. Pause. Hop, pause. Pause. Hop, pause. 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 C'est quand même assez long, là. Pause. Pause. Puis là, on a l'impression que c'est terminé, là. Pause. On est encore en pause. Hop! Un petit peu. Pause. Hop, ça repart. Et voilà, ça repart. Alors ça peut faire ça quand même assez longtemps. D'habitude, quand le patient commence à respirer chain stroke, là, on parle de 24 heures. Là. D'habitude, je vous dis pas que ça peut pas être plus court, ça peut pas être plus long, mais on dit là environ 24 heures. Fait que là, je vais arrêter la vidéo, puis on va retourner tout à l'heure aux autres manifestations cliniques.